musée d'Orsay pour cette belle journée de colloque à destination de vous, professeurs des lycées d'Île-de-France et des académies de Poitiers et de Limoges. Une belle journée en perspective pour travailler cette nouvelle question au baccalauréat, alors pas pour le baccalauréat 2023 mais 2024. Donc ce colloque Nature à l'œuvre, je vais me présenter, Brice Sicard, il y a Hyper Art Plastique de l'Académie de Créteil, à ma gauche Nicolas Picard, donc mon binôme cristolien, Jean-Luc Beltran, ancien cristolien et maintenant depuis plusieurs mois, mon collègue parisien, Michel Herria pour les académies de Poitiers et Limoges, Elsa Vincent et Marine Pilaudin, Hyper, l'académie de Versailles. Je vais très rapidement céder la parole, moi je ferai un peu Monsieur Loyal aujourd'hui, mais je vais très rapidement céder la parole à Guillaume Blanc, responsable des publics du musée d'Orsay. Merci Charles Sicard, bienvenue à tous dans cet auditorium du musée d'Orsay. Nous sommes ravis d'accueillir autant d'enseignants de 5 académies différentes en plus. Nous en sommes ravis à plusieurs titres. D'une part, c'est la poursuite d'une fructueuse collaboration avec vous, cher Brice Sicard. Je garde évidemment un souvenir ému de notre collaboration à l'occasion de l'exposition Le Modèle Noir, pendant laquelle nous avions d'ailleurs organisé un colloque un peu sur ce format qui avait été absolument passionnant. Et je dois dire qu'à la lecture du programme de votre journée, avec les interventions de Miguel Chevalier, de Cécile Scalierez et notamment aussi d'Eda Jarbouet du musée d'Orsay, je veux dire que cette journée s'annonce absolument passionnante et je regrette d'ailleurs de ne pas pouvoir y rester et y assister. L'autre raison pour laquelle nous sommes ravis de vous accueillir, c'est que, évidemment, le labourage nivernais fait partie des œuvres de référence pour le baccalauréat 2023-2024. Et donc, c'est une œuvre qui est mise à l'honneur actuellement dans l'exposition Rosa Bonheur. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, on a décidé de faire un petit retour sur des invariants de la discipline, de l'enseignement des arts plastiques au lycée, et quelques points de vigilance à l'occasion donc de cette journée dédiée à cette nouvelles œuvres, thèmes et questions de référence qui ne doivent pas se substituer à l'enseignement des arts plastiques et au programme du cycle terminal. Ne pas oublier les questionnements des programmes. Et il n'est pas question de travailler uniquement finalement ces œuvres-là, mais de les relier à la fois au travail réalisé dans la classe par nos élèves et au questionnement des programmes. Je crois que cet ensemble-là est très important. Vous savez aussi, et on le rappelle, qu'il est dit que la culture artistique doit être intimement liée à la pratique plastique de l'élève. Donc vos cours doivent être un mélange des deux. Normalement, il ne devrait pas avoir d'heures pratique plastique et d'heures culture artistique, mais tout cela doit entrer dans un mouvement. Alors, c'est à vous de l'organiser, mais c'est un vrai mouvement que vous devez faire, et vous devez mélanger les deux sans cesse. Et surtout, prendre en compte le travail des élèves. À partir du travail des élèves, on va travailler les questionnements des programmes, et on va travailler ces œuvres particulières. Oui, je pense que tu as déjà dit l'essentiel sur le fait qu'il faut vraiment partir de la pratique des élèves parce que c'est aussi leur rendre service, notamment lorsqu'il va être question de la passation de l'épreuve orale. On parle mieux de choses qui nous tiennent à cœur et qu'on a expérimentées. Donc partir de la pratique et de relier ça à des questionnements de programme, c'est plus simple aussi pour l'élève que de plaquer des questionnements sur une pratique. Donc, il y a un vrai travail qui se fait dans un temps restreint, mais qui est essentiel. Alors, sur la question de l'évaluation, on souhaitait revenir sur le fait qu'on est vraiment dans une approche formative de l'élève et que sur cette année, qui est une année d'examen lorsqu'on est en terminale, il faut que l'élève puisse avoir des repères tout au long de l'année de sa progression aussi. C'est pour ça que l'approche par compétences, sur la mesure des progrès de l'élève, sur la manière dont il entre dans les apprentissages, est quelque chose qui doit être absolument formatif et non pas sommatif. Ce qu'on observe quand on va faire les inspections, les visites
Très souvent, ce sont des séquences pédagogiques qui ont été pensées toujours sous la forme incitative et reliées aux questions limitatives. Maintenant, ce qu'on peut observer également comme autre forme, c'est partir effectivement de la pratique des élèves et les aider, les accompagner à relier leur propre pratique à ces questionnements plasticiens qui se trouvent dans les programmes, et puis également avec les questions limitatives ou les œuvres de référence, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. C'est vrai que la question de la temporalité, particulièrement pour vous, au quotidien, avec les élèves, et là on parle de la terminale, mais on peut parler du cycle terminal aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail à une sorte de prospective qui, souvent pour nous, hein, est quand même assez angoissante. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'épreuve, il y a cette idée aussi d'épreuve qui conjugue à la fois la pratique et la culture artistique, c'est-à-dire finalement une pratique d'expression artistique avec une épreuve orale et un rapport à l'écrit aussi. Il me semble que ce point d'ancrage sur la pratique, parce que c'est quand même le cœur de notre enseignement, c'est-à-dire la pratique, même si c'est une épreuve orale, c'est quand même le cœur de vos situations d'apprentissage tout au long de l'année et tout au long surtout du parcours de formation de l'élève au lycée. Et donc c'est vrai que cette élasticité qui a été décrite aussi par Elsa et Marine entre la culture, mais la culture au sens large, c'est-à-dire qu'il y a les programmes, il y a la pratique de l'élève, il y a ce que va apporter l'élève, mais il y a aussi ce que va apporter la culture de l'élève. On reviendra sur la question de la culture artistique, c'est-à-dire que le rapport à l'écrit, la nature des écrits, ce que vous venez à lire aux élèves, ce que vous amenez aussi à amener aussi un autre type d'écriture dans la nature des questions qui sont posées et la nature des types d'épreuves qui sont proposées déjà pour la culture artistique. Du plaisir dans votre enseignement, autant que l'élève puisse prendre plaisir dans ce qu'il a choisi comme enseignement de spécialité. Pourquoi le choix de ces artistes, de ces œuvres, et pas d'autres? Il faut quand même se dire et se rendre compte que les œuvres, questions et thèmes retenus pour ces questions au baccalauréat, ce sont des signaux forts choisis par l'inspection générale, au-delà de l'enseignement en lycée, à destination de tous les professeurs d'art plastique, de centres d'intérêt. Donc voilà en résumé, s'intéresser, apporter des grands repères, même si notre discipline est fondée sur la création contemporaine, ce qui fait sens, mais ne pas oublier les grands repères de l'histoire de l'art, ne pas oublier de se passionner pour les enjeux liés, par exemple ici, à la Renaissance, la question du numérique qui n'est pas toujours portée, programmer Rosa Bonheur, de la même façon qu'avait été programmée Vera Molnar, de la même façon qu'avait été programmée Sophie Tauber, c'est alerter l'ensemble des professeurs d'art plastique sur, et au fait, est-ce qu'on montre à nos élèves des artistes femmes? Il me semble qu'on a oublié qu'on allait au lycée pour apprendre. Que c'est parce qu'on apprend qu'on arrivera à avoir son baccalauréat. Alors effectivement, les calendriers serrés, les injonctions, une hausse d'exigence de la commande institutionnelle, tout ça est difficile à appréhender, en plus dans le contexte sanitaire que nous avons traversé. Enfin voilà, moi j'aimerais bien que pédagogiquement on y passe ça, en se serrant les coudes. Hein. Si on travaille en interacadémique, c'est pour se serrer les coudes, collaborer, s'entraider. Ce sont des valeurs qui sont importantes pour nous, et aussi des compétences que l'on transmet à nos élèves. Alors donc avec Madame Rieux, avec Brice, comme il vous l'a dit en introduction, nous sommes allés au Louvre, on a eu une chance extraordinaire, on a pu, grâce à Laura Solaro, à Mathilde Palovin, la Corse, donc rencontrer Madame Scaliarez, la conservatrice en chef, et il en résulte une ressource qui malheureusement ne sera montrée qu'un jour. C'est un film d'un jour.
et qui vaut, à mon sens, beaucoup de lecture, qui vaut beaucoup de recherche. Vous allez voir, parce qu'en fait, tout ce qui est dit, ça dépasse, ça excède évidemment les dimensions du tableau. Ça parle du contexte, ça parle de tout, sauf, vous le verrez peut-être, et on s'en est rendu compte, peut-être de la nature. Effectivement, le tableau est associé, vous le savez, à Miguel Chevalier et au Labourage Nivernais de Rosa Bonheur, mais pour autant sous le thème nature à l'œuvre. En faisant le film, en le montant, en le triturant, puisqu'en fait c'est une longue interview qui est résumée en 44 minutes, donc vous imaginez qu'on a évidemment fait des coupes, on a fait des choix, on a sélectionné, on a mis dans l'ordre, dans le désordre, et il n'apparaît pas forcément directement la nature, puisque Mme Scaliares, c'est pas forcément son objet de travail. Par rapport à ce qu'a dit Mme Scaliares, je ne vais pas déformer, je ne vais pas aller plus loin, mais elle en parle véritablement comme quelque chose de très naturel, d'empirique, de tâtonnement. Effectivement, il n'y a pas de technique à proprement parler, il n'y a pas d'idée de point de fuite, il n'y a pas de rapetissement perspectif, il n'y a pas de réduction perspective, voilà, il n'y a pas de ça. Il y a même l'idée d'un sfumato, elle le récuse complètement. Non, mais je le sais, mais parmi tous les procédés de représentation de l'espace et de la profondeur, elle nous a tout de suite calmés. Mon nom c'est Cécile Scaliares, je suis conservateur au département des peintures. Et elle en parle avec beaucoup de finesse, justement, de ce manque de finesse de Patinir qui nous permet de repérer son style par rapport à d'autres qui vont effectivement aller vers cette peinture et cet effet de perspective avec les bleus, les blancs, les bleus, les verts, etc. C'est dégradé. Là, c'est pas le cas. Là, il pose un paysage, il inscrit par la matière. Une historienne de l'art qui a fait sa carrière au musée du Louvre, qui nous dit d'une part « je sais pas » et puis qui nous dit « moi je veux absolument qu'il se rende compte de la matérialité, de la matière de l'image ». Sa passion, en fait, n'a pas arrêté d'aller de station en station, de circuler, de nous faire déambuler dans les différentes salles. Et donc pour les franciliens, nous sommes sur place, c'est quand même très facile. C'est l'évocation d'une filiation, c'est-à-dire d'une origine, de l'émergence de la nature, avec toutes les réserves que vous avez déjà précisées, c'est-à-dire c'est pas vraiment une nature, c'est une nature qui est évidemment représentée, qui est aussi symbolisée, enfin tout ça. Là, on a bien l'idée d'une ouverture qui permet d'aller vers d'autres questions plasticiennes des programmes. Donc effectivement, la question de la représentation, elle est peut-être plus prégnante chez Patinir que d'autres questions liées à la nature. Voilà. Donc tout ça, c'est une idée d'ouverture qui me semble intéressante et riche. À tous, je me présente cette fois-ci, Laura Solaro. Alors, je travaille au service éducation, démocratisation et accessibilité du musée. Je suis venue en compagnie de Mathilde Padovani qui s'occupe, elle, de formation. Alors, juste, c'est vraiment très intéressant d'entendre vos questions d'un côté et vos réflexions aussi, parce que nous permettent de vous faire des propositions. Pour commencer, venez au Louvre déjà, visiter les salles, voir le tableau en vrai, parce que l'important c'est déjà cette rencontre et ce contact avec l'œuvre, comme Madame Scaliares nous l'a dit en début de son interview. Ça permet aussi de venir au musée, permet comment dire, d'expérimenter ce parcours dans la naissance du paysage, parce que tout ce que vous dites
est super intéressant sur de quoi on parle, nature, paysage, quand est-ce que cela a émergé et réémergé, je dirais. Bien, alors maintenant je vais demander à Madame Péramore, donc qui est Yann de l'Académie de Créteil et qui a conduit un travail considérable là, et un travail qui est partagé évidemment, puisque les ressources qu'elle va vous présenter maintenant, avec son binôme Madame Rieu. Donc effectivement, on a eu la chance d'aller dans l'atelier de Miguel Chevalier. Je voulais quand même dire que cet artiste a été extrêmement sympathique et nous nous sommes retrouvés pratiquement pendant 3 heures à filmer, à l'interviewer. Donc je me suis retrouvée avec un énorme matériel au niveau visuel et sonore. L'interview étant très 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 intéressant. Quand je l'ai écouté et que la qualité de l'interview était vraiment bon au niveau du son, je me suis dit je voudrais pas priver mes collègues de tout l'intérêt de cette interview. Donc j'ai pris le parti de le garder, on va dire, dans son intégralité quasiment. Et donc j'ai divisé cette interview par chapitres. Alors aujourd'hui il n'y a que 7 chapitres en ligne. Donc je me réserve au cours de l'année, en fait je vais au fur et à mesure du temps, c'est Madame Rieu qui les met en ligne, mais je vais monter tout ça. Ça se présente donc comme un petit peu, ça a mi-parcours entre la vidéo et le podcast. Les 7 premiers chapitres que j'ai faits sont un montage où on a eu beaucoup de visuels parce que tout simplement il nous a permis de visiter son atelier. Il s'est arrêté sur pas mal de prototypes, donc on a vraiment découvert tous les dessous de son travail. Donc ça, vous avez les visuels et au fur et à mesure de l'année, il y aura en fait des versions où il y aura moins de visuels, mais il y aura le son. Voilà. Effectivement, ça a été quand même assez compliqué de faire le tri dans tout ce qui a été dit, de discriminer parce que automatiquement tout semble tout à fait important. D'où l'idée de Madame Péramore de aussi transformer les choses en podcast. Alors, on a travaillé en formation et on a récupéré aussi sur les autres académies des questions qui avaient été posées. On a synthétisé, beaucoup de questions se recoupaient. On ne pouvait pas toutes les poser à Miguel Chevalier. Il s'avère que la première partie des vidéos sont davantage tournées vers tout ce qui est work in progress. Et la deuxième partie qui sera mise en ligne plus tard correspond davantage aux questions que sur lesquelles les collègues avaient réfléchi. Donc voilà, ce qu'on avait retenu, c'est quelles étaient ses influences, comment il pouvait nous parler de son parcours, ce que vous ne verrez pas aujourd'hui mais par la suite. Avec générosité, il a quand même répondu à toutes les questions. Enfin, de quelle nature il parlait? Alors on va rebondir un petit peu aussi sur ce qui avait été dit. Là on a une nature, on est bien d'accord, tout à fait artificielle, générée informatiquement. Mais pour Miguel Chevalier, elle est finalement presque du même ordre puisque la graine artificielle qui est semée va se développer, va pousser, va vivre et va mourir. Voilà, le rapport au dessin a paru aussi important. C'était aussi des questions qui avaient été posées. Le fait que son œuvre était dénommée comme dessin au frac et non pas sous couvert du numérique. On a posé aussi des questions sur les dispositifs de présentation de l'œuvre, l'interaction du spectateur avec l'œuvre. C'était une question qui revenait assez souvent. La surenchère technologique, est-ce que ça le touchait? Comment il le gérait? Finalement, dans quelle mesure son œuvre programmable sont maîtrisables? Est-ce qu'il laisse plus de champ ou pas? Et puis, évidemment, on a posé la question de la liaison pour lui, finalement, entre son œuvre, son travail, et puis, Patinière et Rosa Bonheur. Ces logiciels demandent entre 1 à 2 ans de travail. Mais une fois qu'ils sont développés donc je travaille avec un informaticien qui s'appelle Cyril Henry dans le cas présent pour cette création. Là vous allez voir l'atelier. Au départ j'avais eu un atelier de la ville de Paris et puis ces ateliers n'étaient pas très adaptés à la logistique, tous les mois des projets d'exposition.
fait, il travaille beaucoup en collaboration. De toute façon, son mode de production et de diffusion est nécessairement en sur-collaboration. Et donc, on est dans un principe d'entreprendre. Depuis 118 qu'il est sorti de l'école supérieure d'art, il n'a conquis que des collaborations. Sur cette idée du travail de l'atelier, les deux propositions, c'est-à-dire quand on parle de l'atelier Patinir, quand on parle de l'atelier La Fabrique chez Miguel Chevalier, c'est vraiment des entrées pour nous qui sont super intéressantes en dehors de la question de la nature. Leïla Jarbouet, donc commissaire en chef, conservatrice en chef du musée d'Orsay et commissaire de l'exposition Rosa Bonheur, qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous accorder ce temps cet après-midi. Cette exposition a été programmée en raison du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, née en 1822. Cette exposition est la première à Paris depuis 1922, donc un siècle que l'artiste n'avait pas été présenté. À Bordeaux, il y avait eu une exposition en 1997. Peut-être avez-vous eu l'occasion de voir le catalogue qui est épuisé, mais qui était le premier ouvrage véritablement scientifique sur l'artiste. Mais l'exposition de 1997 n'avait pas voyagé à Paris. L'image de l'artiste et la biographie de l'artiste est vraiment indissociable de son œuvre. Donc, c'est un peu bizarre peut-être de dire ça, mais on s'est rendu compte avec ma collègue Sandra Burati-Hassan, le commissaire de l'exposition, que en fait, Rosa Bonheur était beaucoup plus étudiée et connue comme femme qu'à travers son œuvre. Donc on voulait vraiment prendre à rebours cela, mais en même temps, c'est vrai qu'elle a quand même brisé les codes et elle a été vraiment une icône. Au XXe siècle, en fait, elle a été redécouverte par les féministes états-uniennes dans les années 1970 en raison de sa biographie et de son image. Donc là, vous la voyez à la fin de sa vie entourée Yorkshire, en costume, avec la permission de travestissement qu'elle a obtenue à partir des années 1850, qui lui permettait de porter le pantalon. Et là, quand je me disais que c'est impossible de dissocier la vie, l'œuvre et l'image, c'est qu'en fait, pour travailler, elle avait besoin en fait d'être en pantalon. Elle ne pouvait pas étudier les animaux dans la boue, dans la nature, dans les marchés aux chevaux, avec de longues jupes. C'était pas du tout pratique. Alors donc là, vous voyez le portrait, un des portraits les plus connus de Rosa Bonheur en introduction, qui résume un petit peu tout ce qu'elle incarne. Donc un portrait déjà qui a été fait par une femme, qui a pris un pseudonyme masculin, Georges Achifou, car Rosa Bonheur, notamment à la fin de sa vie, a plutôt préféré confier son image, que ce soit son image plastique ou son image écrite, à des femmes. Donc Georges Achifou pour le tableau, mais aussi Anna Klumke donc pour la biographie écrite. C'est un tableau, elle est représentée donc dans son atelier, l'atelier qui est ouvert au public, que vous connaissez peut-être, qui est à Bie-Domric, en Seine-et-Marne, et qui contient encore de nombreuses études de l'artiste et qui est encore très ressemblant à cette vision que vous voyez ici. Elle est représentée au cœur de son atelier en train de peindre des tableaux animaliers qui ont fait sa gloire. Donc pour réaliser ce tableau, elle se rend dans la Nièvre, dans le Nivernais, chez les Mathieu, qui sont des amis de son père. Le fait que son père ait été saint-simonien a été tragique par rapport à la vie de famille, mais en même temps a joué un rôle important en fait dans la carrière de Rosa Bonheur, parce qu'elle a bénéficié d'un réseau de saint-simonien, du réseau de son père, et mine de rien, particulièrement à l'époque, ce côté concret était important. Et donc son père avait un ami qui avait une propriété dans la Nièvre et qui a pu recevoir Rosa Bonheur. Donc Rosa Bonheur s'y rend avec son amie Nathalie Mikas, qui est une jeune femme qu'elle a rencontrée adolescente et qui va devenir sa compagne pendant plus de 50 ans. Elles voyagent quasiment tout le temps ensemble. Nathalie Mikas est une auxiliaire très très précieuse dont je vous parlerai un peu plus tard. Et Rosa Bonheur étudie les différentes races de bœufs sur le terrain. Donc vous savez, donc, ce qui est intéressant notamment par rapport à ce tableau, c'est le côté en lien avec la zootechnie qui se développe à cette époque, c'est-à-dire le croisement aussi des races. Les taureaux, les bœufs, les vaches, et les chiens sont vraiment les deux sortes d'animaux qui ont été le plus soumis au changement, au croisement.
qui ont vraiment coévolué avec les humains. Donc c'est pas une nouveauté, hein. Il y a d'autres tableaux au musée d'Orsay qui représentent des animaux qui ont évolué aujourd'hui. Par exemple, dans l'enterrement ornant, on voit un chien qui est une race qui n'existe plus. Et là, en fait, il y a 2 races sur 3, donc représentées dans l'aborage nivernais, qui n'existent plus. Celle les premières, couleur froment, et la Bord-Vendel, couleur un peu rousse, voilà, parce qu'elle n'était pas assez adaptée en fait, aux évolutions de l'agriculture. Voilà. Les seuls qu'on reconnaît aujourd'hui, ce sont les charolais nivernais du centre, du cœur de la composition, donc les plus clairs. Donc Rosa Bonheur s'intéresse aux différentes races. Évidemment, c'est dans un contexte très politique très particulier. C'est la Deuxième République, avec la volonté d'exalter justement cette nouvelle République, le pouvoir nourricier des campagnes françaises, dans un contexte aussi d'augmentation de la rivalité avec le Royaume-Uni. Donc ce sujet, évidemment, est aussi inscrit dans la tradition de la République romaine. Enfin, c'est vraiment un lien avec l'Antiquité de traiter ce sujet, tout en le représentant dans la campagne contemporaine de Rosa Bonheur. Et vous voyez qu'elle place toute son attention sur les animaux et non pas sur les paysans, ce qui est assez nouveau, ce qui est même totalement nouveau. Les paysans sont vraiment à l'arrière-plan, tout petits, flous, alors que les animaux sont traités de manière extrêmement précise, méticuleuse, de même que la terre. Alors ça aussi c'est quelque chose d'assez inédit. Donc vous voyez qu'elle donne vraiment une place très très importante à la terre. Chaque mode de terre est traité même en relief. On parle de la peinture lisse de Rosa Bonheur, de la peinture photographique, du fait que ce soit horriblement ressemblant, pour reprendre les termes de Cézanne. Mais quand on voit la peinture en elle-même, il y a vraiment un travail sur la matière. Et un contraste très fort entre le premier plan et cette terre très matérielle et le ciel traité de manière complètement lisse. Alors ce tableau a été présenté, alors pour Rosa Bonheur c'est un moment assez particulier parce que son père meurt juste avant qu'elle le termine et qu'elle le présente au salon, donc il n'est pas témoin du premier très grand succès de sa fille. Mais pour Rosa Bonheur, c'est vraiment la consécration. Ce tableau est très commenté au salon de 1849. Globalement, ce sont des commentaires très positifs. Et il va influencer de nombreux artistes. Très probablement Courbet, avec les paysans de Flagey revenant de la foire, a dû être marqué par ce tableau. Également Constante Royon, avec un tableau qui est présenté au musée d'Orsay, qui est là dans les salles, vous verrez sur le chemin, et qu'il expose à l'exposition universelle 1855. Enfin, ce sont des versions, des tableaux de grand format qui donnent une place importante aux bovins et qui témoignent de l'influence que l'abourage nivernais a sur les artistes contemporains de Rosa Bonheur. Si on compare à Courbet et à Millet, il y a quand même cette spécificité que chez Rosa Bonheur, l'accent est vraiment sur les animaux et pas du tout sur les paysans. Donc c'est aussi pour ça que ce tableau a eu beaucoup de succès, c'est qu'il n'y a pas de portée sociale, subversive sur le travail des paysans. Mais en même temps, les études récentes montrent qu'il n'y a peut-être pas de portée subversive de ce côté-là, mais peut-être qu'elle est déplacée du côté de la représentation des animaux, puisque effectivement il y a une atmosphère d'harmonie, il y a une grande sérénité, ne serait-ce que dans cette composition très classique, dans ce rythme calme, pesant, mais quand même cet équilibre est un petit peu remis en cause par le regard qui perce la toile, littéralement, du bœuf charolais nivernais au centre de la composition, piqué au vif par l'aiguillon, avec la bave qui coule, et il a comme un début de révolte animale, enfin, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans cette représentation. Merci à toutes et tous, un grand merci au musée d'Orsay, à toutes les équipes, au musée du Louvre, à Miguel Chevalier, aux enseignants qui ont beaucoup aidé fondamentalement aidé pour monter ce colloque.